parce que les points attribués n'influent pas vraiment sur le classement final. Et donc, les échappées, au fur et à mesure qu'elles passent sur les lignes de sprint, elles prenaient les points. Et bien là, il y a 3 échappées, mais il reste quand même derrière 12 places attribuées pour aller chercher des points. C'est-à-dire que le premier à passer sur la ligne tout à l'heure ramassera 20 points, 17 et 15 pour les 3 premiers, mais le premier du peloton se verra attribuer 13 points. 13 points, c'est beaucoup. Une victoire d'étape, il y en aura 10 des étapes de plat, classées comme étape de plaine. Les points à l'époque étaient de 30 points en premier, ils sont passés à 45. Donc on privilégie encore une fois le sprint. Et ça oblige donc les sprinteurs à se dévoiler en milieu d'étape, alors qu'habituellement ils préféraient se réserver pour un seul sprint, celui de l'arrivée. Voilà les premières voitures de Jean-Paul. Très drôle. Elles sont très belles surtout. Ça ressemble à un garage, à un ancien garage. « 4 minutes, donc pour l'instant l'écart 3,59. L'écart est toujours à peu près stable, entre 4 et 4,15. Mais le peloton, s'il a pris le temps de penser ses plaies, après la chute tout à l'heure au passage des Sables d'Olonne, va accélérer le rythme donc pour aller faire ce premier sprint. On risque de voir des sprinteurs. Regardez par exemple Mark Cavendish aujourd'hui, on ne le sait pas, et moi je pense qu'il n'est pas capable de jouer les tout premiers rôles à l'arrivée. S'il veut être maillot vert du Tour, il y aura quand même dans ces 10 étapes classées en plaine, qui attribuent 45 points au premier notamment, et dans lesquelles les 25 premiers prennent des points, il lui faudra aller chercher des points ailleurs. Si aujourd'hui il n'est pas capable d'être dans le sprint, il part déjà avec un handicap dans le maillot vert. Donc pour Cavendish, c'est un choix qui s'offre à lui. Est-ce que je dois vraiment tout miser sur l'arrivée aujourd'hui avec une faible possibilité de gagner face à l'adversité et au profil de l'étape, ou dois-je me dévoiler en milieu d'étape et faire le sprint, faire cet effort-là qui va me rester peut-être dans les jambes pour l'arrivée? Et je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est un lave-linge que vous pouvez gagner en étant comme nous, et bien malin pour désigner le plus combatif du jour, peut-être dans le trio de tête, peut-être celui qui est attaqué au kilomètre 0. L'étape est encore longue. En tout cas, vous pouvez jouer par téléphone au 36 32, par SMS au 61 003. Par SMS, vous mettez le nom du dossard de celui que vous pensez estimer être le plus combatif. Je vous rappelle que pour être en adéquation, eh bien, il faut que ce soit le même coureur pour vous le plus combatif que celui désigné par un jury dont Jean-François Pécheux est le président, avec plusieurs de nos confrères, Laurent Jalabert aussi, et qui dans les 10 derniers kilomètres donnent leur vote, et c'est le coureur ayant obtenu le plus de voix de la part du jury composé de 10 personnes qui est désigné le plus combatif. Et le lendemain, il a dans son dos un dossard rouge, comme dès demain, eh bien, une équipe, c'est un contre-la-montre par équipe, une équipe aura bien sûr des dossards jaunes. Je vous rappelle que le classement par équipe est effectué en fonction du classement des 3 premiers coureurs de chaque équipe. C'est aussi un classement qui a parfois une influence sur le déroulement des étapes et sur certains scénarios. Les maillots distinctifs, en dehors du maillot jaune qui est un maillot distinctif pour distinguer, celui est distinctif, distinguer, je ne voulais trouver un autre mot mais il ne m'est pas venu sur la langue tout de suite, pour distinguer le leader du classement général, ce fameux maillot jaune. C'est vrai que tous ces maillots distinctifs ont une influence parfois sur le scénario des étapes. Oui, oui, bien sûr. Et alors, quand on voit bien sûr le leader du maillot vert, on comprend mieux pourquoi ses équipiers vont travailler. Pour le maillot jaune ou le maillot du meilleur grimpeur, c'est un petit peu la même histoire. Et le classement par équipe, c'est pas toujours flagrant. Et pourtant, il y a bien souvent plusieurs courses dans la course, et notamment celle-ci, mais davantage, je dirais, en dernière semaine, où on est très attentif donc aux coureurs qui se glissent sans les échapper. Et il faut être vigilant à ne pas laisser partir dans une échappée le coureur d'une équipe qui est juste derrière celle qui est leader. Donc c'est souvent des consignes qui sont délivrées au moment des briefings d'avant-course dans les différentes formations, et chacun défend ses intérêts. Mais le classement par équipe a un intérêt capital, parce que tous ces classements-là comptent au classement mondial UCI, dont le règlement n'est pas vraiment très clair et pas vraiment très connu par les équipes, mais on sait que ces classements par équipe sont pris en compte par l'Union cycliste internationale dans l'attribution des points et pour l'attribution de la hiérarchie sur le plan sportif au niveau mondial. Donc c'est un classement qui est pris très au sérieux par toutes les formations.
Une équipe est ambitieuse pour le classement par équipe sur ce Tour de France. C'est l'équipe d'Alexandre Vinokourov, les Kazakhs de l'équipe Astana. En tout cas, certains coureurs sont Kazakhs, pas tous. Il y a par exemple Rémi Di Gregorio dans cette équipe Astana, le Marseillais. L'équipe Astana vient de gagner le classement par équipe du dernier Giro, du dernier Tour d'Italie. Jérémy Roy passé d'abord par le VS Hierrois Vessey-la-Pomme. Il a fait ses débuts en 2002, mais en même temps il continuait ses études. Et ça n'est pas étonnant, lui qui a été vice-champion d'Europe Espoir à Athènes. Qui a gagné le Challenge National Espoir Amateur en 2003, qui a gagné le Tour du Haut-Béarn ou encore la Route de Bourgogne-Sud en amateur. Bien, ça n'est pas étonnant de le voir à l'avant, puisqu'il était par exemple sur le Tour d'Italie 2008, sur la 3e étape, dans une échappée à 5, reprise seulement à 27 km de l'arrivée. Il y avait un autre coureur français dans cette échappée, c'est Michael Buffas, qui est aussi dans le peloton du Tour avec l'équipe Cofidis. Le château de Talmont, qui est implanté, comme vous le voyez, sur un promontoire et qui a été bâti au commencement du XIe siècle par un certain Guillaume le Chauve pour défendre les côtes contre les invasions normandes. Il y avait un port tout à côté auparavant. Et ce château montre son importance passée et il rappelle le rôle joué par les familles qui l'ont possédé. Il a conservé une partie de cette triple enceinte, son donjon avec une façade romane et la chapelle intérieure. Alors, Richard Cœur de Lion est le personnage emblématique de ce château. Il a résidé régulièrement dans cette région du Talmondais où il a apprécié le climat, il a apprécié le vin aussi et les forêts giboyeuses. D'ailleurs, aujourd'hui, le donjon que vous voyez là est surmonté de son étendard, l'étendard de Richard Cœur de Lion, qui a été tué, je vous rappelle, au siège de Chalus. Richard Cœur de Lion, son cœur est enterré à sa demande dans la crypte de la cathédrale de Rouen. Il avait dit d'ailleurs que mon corps soit enterré à Fontevraud, mon cœur dans ma cathédrale de Rouen, quant à mes entrailles, qu'elles restent à Chalus, là où il a été tué. Eh ben, dis donc. Fontevraud près de Saumur. C'est ça. Célèbre par son abbaye, donc. Le bachelier Jérémy Roy, Petit Pierre, Péric Kemener, l'homme qui aura été le premier attaquant. Et ça restera dans l'histoire du Tour 2011. Kilomètre zéro ou pas, tiens. Gérard Rolls nous écoute. Il prépare l'après-tour avec Jean-François Kerkaert. Et donc, on vérifiera. On demandera à sortir l'image, voir si c'était juste après la borne kilomètre zéro ou un tout petit peu avant. Ça n'a pas d'importance. Non. Ça n'est pas grave. C'est juste parce que l'œil de Laurent Jalabert. C'était juste tout pour montrer la détermination de Pierrick Kemener à vraiment vouloir être le premier attaquant. Ça s'est vraiment joué sur le fil. Au moment où le drapeau s'est abaissé, le drapeau s'abaisse toujours au kilomètre zéro, donc il est parti dans le start. Il n'était pas possible pour quiconque d'attaquer plus tôt. Ah, bon, écoutez, on va aller plus vite parce que Fabrice Collin, qui gère tout comme un poisson dans l'eau aujourd'hui, puisque nous étions en bord de mer que nous quittons. On a l'image, on va la mettre en fenêtre alors. C'était pile poil au kilomètre zéro, me dit-il. Me dit-il. Si on peut avoir cette petite image, ça serait. Elle arrive, hein, il faut quand même le temps de la recaler, bien sûr. Oui, il est le kilomètre zéro. L'attaque est lancée. Ah, il a eu un mètre d'avance. Hein. Attention. Voilà, ça c'était l'attaque qui a formé ce trio avec Love Vestra dans la roue et Jérémy Roy aussi. On salue l'amical vélo de Talmont et Love Vestra, le néerlandais qui prend le relais ici, qui a gagné le prologue du Tour de Belgique cette année, qui a gagné la classique Loire-Atlantique. Il aime bien l'ouest de la France, deuxième des 3 jours de la Panne. Je disais que c'est un coureur en forme, hein, qui a brillé aussi puisqu'il a terminé deuxième sur une étape, la 5e du Tour de l'Algarve. Il a terminé 3e sur la 4e étape du Tour de Romandie, 3e du classement général final du Tour de l'Algarve, 4e des championnats des Pays-Bas du contre-la-montre. On se rappelle qu'il avait brillé à Aix-en-Provence en terminant 6e de la 6e étape de Paris-Nice qui emmenait les coureurs de Rognes à Aix-en-Provence. C'était un contre-la-montre de 27 km. C'est un excellent rouleur. Ça n'est donc pas surprenant de le retrouver ici, alors que
Désormais, on annonce le sprint intermédiaire pour ce classement par points. Le maillot vert l'annonce à 5 km. C'est dire si c'est quelque chose d'important. Et tout à l'heure, alors on n'a aucun doute, ces trois-là vont disputer un sprint sans doute pour les points du maillot vert. Je pense que là, ils vont faire un vrai sprint entre trois. Et derrière, il y aura un vrai sprint en tête du peloton pour ceux qui sont intéressés par ce classement par points et par ce maillot vert. C'est une des nouveautés. Regardez.